Donc bonjour, alors dernière leçon sur les dosages, dosage spectrophotométrique. Donc spectrophotométrique, ça veut dire que c'est lié à la lumière. Donc là on va doser un soluté dans une solution et ce soluté est coloré. Et c'est grâce à sa couleur qu'on va trouver sa concentration. Donc du coup je vais parler d'abord des couleurs, la couleur d'une solution. Alors, voilà, j'ai pris un exemple. Ici, j'ai une solution de permanganate de potassium. Donc, cette solution est constituée d'eau et comme son nom l'indique, le soluté permanganate de potassium. Alors, les ions, il y a l'ion permanganate, MnO4-, c'est lui qui est responsable de la couleur violette ou magenta. Et donc ça c'est un anion, MnO4-, et il y a le potassium, K+, qui est là pour l'électroneutralité, parce que lui il n'est pas coloré. Donc ce qui colore la solution c'est MnO4-. Voilà, c'est l'ion MnO4-. Alors on dit que la solution de permanganate de potassium est colorée, on englobe le mot potassium. Que la solution, alors le soluté en solide c'est KMnO4, que KMnO4 est coloré. Bon, pourquoi voit-on cette solution colorée? Alors cette solution, elle est éclairée avec la lumière ambiante, la lumière du soleil ou la lumière d'une ampoule. S'il n'y avait pas la lumière du soleil ou la lumière d'une ampoule, on la verrait noire. Donc cette solution reçoit de la lumière blanche. Et la lumière blanche, eh bien, c'est constitué de différentes radiations, les radiations de la lumière blanche correspondant aux couleurs de l'arc-en-ciel. Alors voilà, donc ça j'ai dessiné ça, donc la solution reçoit donc de la lumière blanche. Alors un rayon lumineux blanc ça n'existe pas, Un rayon lumineux blanc c'est en fait un rayon qui correspond à une superposition de radiations colorées, les radiations des couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, voilà comment j'ai dessiné ma lumière blanche. Alors, j'ai simplifié, j'ai pas mis toutes les radiations de l'arc-en-ciel, de la lumière blanche, j'en ai mis 3. Radiation bleue, verte et rouge. Et en plus de ça, en principe, c'est confondu. Moi, je les ai séparés pour plus de clarté. D'accord. Alors, la lumière blanche éclaire cette solution. On a un observateur qui regarde, l'œil de l'observateur qui regarde, et donc ces radiations colorées traversent la solution. Mais pas toutes. Dans ce cas-là, donc ça il faut l'admettre, dans ce cas-là, les radiations vertes sont absorbées. Alors les radiations vertes sont absorbées, mais les radiations bleues et rouges sont transmises. Alors que voit l'œil? L'œil voit la synthèse additive des radiations rouges et bleues. Et une radiation rouge superposée à une radiation bleue, c'est la synthèse additive des couleurs, ça fait une couleur magenta, c'est pour ça qu'on voit la solution magenta, ou bon, on va dire violet. Voilà pourquoi on voit cette solution colorée. Donc autrement dit, les solutions colorées possèdent un soluté qui absorbe certaines radiations de la lumière visible, entre 400 et 800 nanomètres. D'accord? Alors ça, voilà, ça je l'ai mis là, ça il faut le savoir. Alors maintenant, une petite remarque. Alors, on dit que la lumière magenta et la lumière verte sont des couleurs complémentaires. Pourquoi on dit que ces couleurs sont complémentaires? Parce que si on superpose un rayon de couleur, un faisceau de couleur magenta, un faisceau de lumière verte, on obtient de la lumière blanche, puisque le magenta c'est du bleu et du rouge. Donc ces deux couleurs forment la lumière blanche. Donc on dit que ces deux couleurs sont complémentaires. Donc je répète, deux couleurs sont complémentaires si on réalise la synthèse additive des deux lumières correspondantes, on trouve de la lumière blanche. Voilà, donc je l'ai écrit comme ça. Alors autrement dit, ce que je peux dire, c'est que le magenta et le vert sont des couleurs complémentaires. Donc du coup, il y a une règle que l'on peut énoncer pour trouver la couleur d'une solution, qui est liée à la couleur d'une solution, c'est que la lumière absorbée par le soluté correspond à la couleur complémentaire de la couleur de la solution. Voilà. Le faisceau absorbé c'est le vert, la lumière absorbée c'est le vert,
et la couleur de la solution, c'est la couleur complémentaire, c'est le magenta. Donc cette règle, je l'ai dite ici, voilà, hein, ici. Alors, donc du coup, si on arrive à trouver la lumière absorbée, eh bien, si on connaît la couleur complémentaire, on aura la couleur de la solution. Alors ça, il existe un petit schéma, on appelle ça le cercle chromatique, ou le cercle des couleurs complémentaires, qui permet de trouver ça, de dire ça simplement. Alors regardez, c'est ce cercle-là. Donc je décris un petit peu le cercle. Donc ce cercle correspond au spectre de la lumière blanche, hein, qui va des radiations violettes, en gros dans les 400 nanomètres, aux radiations rouges dans les 700 nanomètres. Voilà, il y a toutes les couleurs, hein. Donc vous voyez, regardez, vous avez le violet à 400, le vert à 530, le rouge à 650, voilà. Mais sauf qu'on, au lieu de le mettre droit, on fait un cercle, hein, voilà. C'est-à-dire que le violet rejoint le rouge, voilà. Et donc il se trouve que, donc ça il faut l'admettre, deux couleurs diamétralement opposées sont des couleurs complémentaires, hein, et on retrouve bien ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Le vert et le magenta sont diamétralement opposés, ce sont deux couleurs complémentaires, où le jaune orangé est diamétralement opposé au bleu-violet, donc ces deux-là sont des couleurs complémentaires. Voilà, donc maintenant notre objectif, c'est de connaître la couleur d'une solution à partir de la lumière absorbée par le soluté. Voilà, donc ça, ok. Alors, pour trouver la couleur de la lumière absorbée, on va avoir besoin de la grandeur absorbance, hein. Donc je redéfinis. En fait, ça c'est des rappels, hein. Vous l'avez vu en première, hein. Tout ce cours, je vais rien vous apprendre, hein. C'est des rappels de première. Donc la grandeur absorbance. Alors, on a une solution qui est colorée, on l'éclaire avec une radiation monochromatique, un faisceau monochromatique qui a une certaine longueur d'onde, hein. Donc là c'est pas de la lumière blanche, hein. C'est un faisceau monochromatique d'une certaine longueur d'onde, voilà. Et on met un capteur, hein. Donc là on a un faisceau, donc ça veut dire qu'on a plein de radiations qui ont la même longueur d'onde, attention, hein, qui ont la même longueur d'onde, et donc on va avoir un faisceau transmis, ou pas. D'accord ? Et donc de l'autre côté, on met un capteur, hein, un capteur photosensible, par exemple une photodiode. Voilà. Alors, du coup, au niveau de la photodiode, il va y avoir trois cas possibles. Donc le premier cas, alors une photodiode, qu'est-ce que ça a comme particularité? Si elle reçoit de la lumière, elle va créer un grand courant, une grande tension, hein, pour faire simple. Il va y avoir un signal électrique fort. D'accord ? Donc il va y avoir, pour ce qui concerne la photodiode, il va y avoir trois cas possibles. Soit elle va recevoir beaucoup de lumière et elle va avoir un signal électrique fort, soit elle ne va pas du tout recevoir de lumière, et donc ça veut dire que le soluté aura tout absorbé, ou soit elle va recevoir moyennement de la lumière, et donc le signal électrique sera moyennement fort. Et dans ce cas-là, ça engendre trois valeurs de la grandeur absorbance. Alors comme son nom l'indique, la grandeur absorbance, c'est une grandeur qui indique si le soluté absorbe ou pas la radiation. Si le soluté absorbe la radiation, la valeur de l'absorbance A va être grande. Si le soluté n'absorbe pas du tout la radiation, ça veut dire que la radiation passe, et l'absorbance sera nulle. Alors, c'est le premier cas que j'ai mis, voilà, c'est ça. Donc le premier cas que j'ai mis, c'est, on imagine que le signal électrique ici est très important. Donc ça veut dire que la photodiode reçoit beaucoup de lumière. Donc ça veut dire que le faisceau de lumière est passé, il n'a pas été absorbé. Et donc du coup, s'il n'a pas été absorbé, l'absorbance est nulle. On a A égale 0 dans ce cas-là. D'accord ? Et c'est sans unité, hein, l'absorbance. Deuxième cas extrême, le faisceau n'est pas du tout transmis. Le faisceau n'est pas du tout transmis. Donc le capteur de lumière reçoit un signal électrique très faible, ou qui tend vers 0. Voilà, très faible. Et donc à ce moment-là, on va avoir une grande valeur de A. Et puis après, il y a le cas intermédiaire, on a un faisceau monochromatique, hein, on a 500, on va dire 500 radiations monochromatiques identiques. Il y en a 250 qui sont absorbées, il y en a 250 qui passent, et donc on va avoir une valeur moyenne de A. Voilà les trois cas. Alors, donc du coup, sachant cela, ce qu'on peut faire, on peut faire un spectre qui s'appelle spectre d'absorption. Alors comment il fonctionne? Il faut utiliser un spectrophotomètre.
Donc un spectrophotorette, c'est un appareil qui produit des faisceaux monochromatiques entre 400 et 800 nanomètres, très précisément, avec un pas, mettons, de 10 nanomètres. Il peut créer un faisceau monochromatique de 400 nanomètres, 410, 420, 430, jusqu'à 800 nanomètres. Et à chaque fois, l'appareil mesure l'absorbance. Alors, je ne fais pas le lien entre l'intensité du courant produit par la photodiode et l'absorbance. Ça, il faut un peu l'admettre. Et donc, du coup, on a un grand tableau donc, de valeurs entre la longueur d'onde et la valeur de A, pour 400, pour 410, jusqu'à 800 comme ça. Et on peut donc, voilà, c'est ce que j'ai dit ici, voilà. Voilà, tout ça je l'ai dit. Et donc du coup, voilà, on a ce type de spectre qui s'appelle spectre d'absorption. Donc en ordonnée, on a l'absorbance, et en abscisse, on a les longueurs d'onde des radiations monochromatiques. Alors qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit qu'on a une courbe. Plus la courbe est haute, plus le soluté absorbe la radiation, et plus la courbe est basse, donc ça veut dire que la valeur de A est basse, et moins le soluté absorbe la solution. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que la solution absorbe beaucoup les radiations autour de, ici c'est 530, autour de 530 nanomètres, précisément les radiations vertes. C'est ce qu'on avait vu au début. Donc la solution de permanganate absorbe beaucoup les radiations vertes, mais n'absorbe pas beaucoup les bleus et n'absorbe pas du tout les rouges. Voilà ce que l'on peut dire. Et comme donc grâce à ce spectre, on peut connaître, vous voyez, les radiations absorbées. Alors ça porte un nom, le sommet de cette courbe, on appelle ça un pic d'absorption. Voilà, on appelle ça un pic d'absorption. Et on relève la longueur d'onde du maxima de la courbe. On l'appelle ça lambda max. Et le lambda max ici vaut 530. D'accord ? Et donc du coup, maintenant, grâce au cercle chromatique, eh bien, on peut trouver la couleur de la solution. Regardez, voilà. Donc on sait que notre solution absorbe la lumière verte. Plus précisément, le lambda max vaut 530. Donc, la solution absorbe la lumière verte. On sait que la couleur de la solution est la couleur complémentaire du vert, c'est-à-dire magenta, couleur diamétralement opposée. Voilà. Donc, à la fois avec le spectre et le cercle chromatique, on peut deviner la couleur d'une solution. Voilà, donc tout ça je l'ai dit. Vous voyez, c'est en rouge, c'est à savoir. Alors, l'expression de A, on va en avoir besoin pour faire des dosages. Le dosage, c'est trouver la concentration du soluté dissous. C'est ça. Donc, on va avoir besoin de l'expression. Donc, l'expression, la voici, qui n'est pas à savoir, on vous la donnera. Donc, c'est égal à epsilon fois L fois C. Donc, C, c'est la concentration en soluté. Donc, L, c'est la... Voilà, donc voilà, ça c'est en soluté. Alors, L, c'est l'épaisseur de la solution, traversée par la lumière. La lumière traverse toute cette épaisseur-là de solution. C'est L. Alors, c'est en centimètres, c'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est en centimètres, mais c'est pas à savoir. Et epsilon, on appelle ça le coefficient d'extinction molaire de l'espèce absorbante. Et voilà son unité qui n'est pas à savoir. Alors, et A est sans unité. Alors A est sans unité, alors on peut le vérifier. Vérifions que A est sans unité. C'est-à-dire que si on fait le produit de ces trois unités, de celle-là, de celle-là et de celle-là, on doit trouver 0. Alors faisons-le. Alors la concentration en mol par litre, L en centimètres, et celle-là en ça. Alors donc tout ça, ça doit faire sans unité. Donc on a mol moins 1, donc ça s'élimine. Litre, litre moins 1, litre, ça s'élimine. Et centimètre moins 1, donc ça fait 1. Donc on a bien quelque chose qui est sans unité. C'est cohérent. Bon, alors, deux remarques, je crois que c'est ça que je dis, oui, deux remarques sur cette formule. Alors, je considère donc une solution qui a une certaine concentration, qui a une certaine épaisseur de solution, et donc voici le spectre que l'on obtient. Alors pourquoi on obtient un tel spectre? Eh bien parce que le epsilon ici varie. Le epsilon dépend des longueurs d'onde. Ça veut dire que ici on a pour la radiation 530 par exemple, on a un epsilon qui est élevé.
Et pour le epsilon à 450, pour le bleu, on a un epsilon faible. D'accord? Voilà, hein, donc ça, ce que je voulais dire, c'est que si C est constant, L est constant, et bien là, on a epsilon qui varie. Hein, voilà. Alors, deuxième remarque. Ici, vous voyez, je trouve ce spectre correspond à une concentration de cette valeur-là, 2,10.4 mol par litre. On va imaginer maintenant qu'on fait le même spectre avec une solution 2 fois moins concentrée. Hein, une solution qui a pour concentration 1,010-4. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, vous voyez, C, on le divise par 2, puisqu'on passe de 2,10-4 à 1,10-4. Donc C va être divisé par 2, donc du coup A va être divisé par 2. Donc toutes les valeurs de A ici, point par point, vont être divisées par 2. Donc du coup, quand on passe d'une concentration de 2,10-4 à 1,10-4, eh bien on obtient une courbe 2 fois moins haute. Hein. Point par point, toutes les valeurs de A ici sont divisées par 2. Voilà hein, ce que ça donne quand on a différentes concentrations. Bon, alors maintenant dosage. Dosage spectrophotométrique. Donc l'objectif c'est de trouver la concentration en soluté colorée. Alors il y a deux techniques de dosage de spectrophotométrique. Alors voilà, donc j'ai pris un exemple. Le dosage du daquin, alors l'eau de daquin c'est un antiseptique, hein, c'est une couleur, c'est du permanganate de potassium, hein, vous en avez peut-être chez vous, hein, c'est violet clair, hein, c'est cette couleur-là, c'est le permanganate de potassium, hein, parce que l'espèce active c'est l'ion MnO4-, qui est un oxydant, hein, donc il oxyde les bactéries, et voilà, donc ça nettoie les plaies. Hein. Donc voilà, l'objectif c'est de trouver la concentration en soluté dans le daquin. Alors, première méthode. Alors on va utiliser la formule, cette formule-là. Donc on va isoler C. Hein. Donc C est égal à A sur epsilon sur L. Voilà. Donc il nous faut les trois valeurs. Alors ce qu'on fait avec le spectrophotomètre, on fait le spectre du daquin. Voilà. Donc on fait le spectre du daquin entre 400 et 800 nanomètres, hein, avec un pas de 10 nanomètres, hein, 400, 410, ou d'un pas ça dépend des spectrophotomètres, hein, ça peut être un pas de 5 nanomètres ou même de 1 nanomètre. Hein. Voilà, c'est cher, mais ça existe. Alors, on mesure l'épaisseur de la solution, on trouve 1,2 cm. Voilà, on réalise le spectre d'absorption du daquin, hein, ça c'est du daquin, voilà. Alors ce qu'on fait, il nous faut une valeur de A et la valeur de epsilon correspondant. Donc on va prendre le lambda max, hein, on va prendre le lambda max, voilà, 530 nanomètres, et on connaît, il existe des tables où on peut connaître le epsilon pour le lambda max que l'on va lire. Voilà, donc là on lit la valeur de A, hein, on lit la valeur de A 0,15. Voilà. Alors c'était 530, oui. Alors c'est 530 nanomètres. Hein, okay. Et donc pour 530 nanomètres, le epsilon vaut ça. Et donc ensuite on remplace. Voilà, on remplace toutes les valeurs. Alors les unités, hein, on a vu, il n'y a pas de problème, puisque centimètre moins 1, ça s'élimine. Ces centimètres là moins 1, ça s'élimine avec les centimètres qui sont ici. Et donc on trouve des moles par litre, on trouve ceci. Voilà, ça c'est la première méthode. Mais en général, ce n'est pas cette méthode-là que l'on fait, parce que les epsilon, en général, on ne les connaît pas. Petit 1, puis petit 2, on n'utilise pas un spectrophotomètre dans les lycées, parce que c'est très cher les spectrophotomètres. On utilise plutôt des colorimètres. Donc voilà, ça c'est la deuxième méthode. Et on va faire une échelle de teinte, c'est ce qu'on fait dans les lycées. Alors d'abord, le colorimètre. Je vais expliquer la différence entre le colorimètre et le spectrophotomètre. Alors, donc dans le boîtier, ici on met la solution, hein, on met la cuve, voilà, et le boîtier, le colorimètre, crée des radiations monochromatiques, hein, des faisceaux monochromatiques. Mais à la différence du colorimètre, à la différence du spectrophotomètre, pardon, le colorimètre ne crée pas énormément de radiations monochromatiques. Il en crée, vous voyez, c'est écrit ici, j'ai fait un zoom là-dessus, voilà. Voilà, il ne peut créer que ces radiations monochromatiques. Donc on compte combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, il ne crée que 7 radiations, il ne peut créer que 7 faisceaux monochromatiques. Tandis que le colorimètre, beaucoup plus. De 400 à 800 avec un pas de 5 par exemple. Donc beaucoup plus.
Alors voilà, donc on est limité par le choix, donc ça fait qu'on ne peut pas faire la méthode d'avant, parce que, vous voyez, il n'y a pas la radiation, par exemple, 530 nanomètres, vous voyez, elle n'existe pas. Bon, alors du coup, ce qu'on fait, alors, donc il nous faut une donnée. Alors la donnée, c'est le spectre, alors pas forcément de la solution étudiée, le spectre du colorant contenu dans la solution étudiée. Donc le spectre du colorant, le colorant c'est MnO4- ou KMnO4, hein, c'est pareil. Donc on dispose de ce spectre. Alors ce qu'on fait, on relève le lambda max, comme on a fait. Hein. Le lambda max, ça vaut 530 nanomètres. Et ensuite, on choisit dans notre colorimètre une radiation, une longueur d'onde le plus proche de 530. Donc ça va être celle-là. On va choisir celle-là. Voilà. Alors pourquoi on fait ça? Pour avoir une valeur de A importante. Parce que mettons qu'on ait choisi 636. Vous voyez, 636 c'est là. Voilà, c'est là. Donc le permanganate n'absorbe pas du tout cette radiation. Donc si on fait ça, si on choisit ça, à toutes nos valeurs, on aura 0, une absorbance nulle. On ne pourra rien faire. D'accord? Donc au contraire, il faut prendre la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est la plus grande. Donc ici, avec le choix qu'on a, c'est 525. Ça, je l'ai noté. Voilà. Et ce qu'on fait là, donc on règle le colorimètre à 525, on met la cuve, on met la solution de Daquin, et on mesure l'absorbance. Voilà. On trouve 0,13. Donc ça, on le met de côté. On va le prendre, on le reprendra après. Donc l'absorbance du Daquin, c'est 0,13 de notre solution étudiée. Voilà, donc on met ça de côté. Alors ensuite, on fait ce qu'on appelle une échelle de teinte. Donc à partir d'une solution mère, on fait plein de solutions filles. Bon, donc on va avoir une échelle de teinte, on va avoir des solutions très claires, et voilà, de coloré, bien sûr, avec le soluté étudié, hein, le permanganate de potassium. Alors la concentration de la solution mère est connue, donc par dilution, on peut connaître la concentration des solutions filles. C'est un calcul de dilution qu'on fera en exercice, classique. Voilà, donc voilà les concentrations des solutions filles. Ensuite, on mesure l'absorbance de chaque solution avec la radiation choisie qui est de 525 nanomètres. Voilà, et on trouve ça. Et ensuite, on trace un graphe, l'absorbance en fonction de la concentration. Voilà, hein, toutes nos valeurs, hein, donc c'est ce tableau-là, voilà, hein, les valeurs de C, les valeurs de A, je trace le graphe, et voilà les points que j'ai trouvés. Donc ces points sont alignés, hein, ils passent par 0, hein, on obtient une fonction linéaire. Voilà, donc ça on appelle ça une courbe d'étalonnage. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, pour le Daquin, on avait trouvé 0,13, hein, donc du coup je reporte, donc là j'ai 0,10, là j'ai 0,20, donc 0,13 c'est ici, je reporte le A du Daquin, et je lis la concentration correspondante, et on trouve 5,7 10-4 tonnes par litre. Voilà comment on fait. L'idée c'est ça. D'accord? Voilà la deuxième méthode. Alors, deux remarques sur cette courbe. Alors, donc vous voyez, le graphe là, le graphe A en fonction de C est une droite qui passe par l'origine, c'est-à-dire que c'est une fonction linéaire. Donc il y a proportionnalité entre A et C. D'accord? Donc ça, il faut le savoir. Il faut savoir cette phrase. Je ne l'ai pas mis en rouge, mais j'aurais pu le mettre en rouge. Hein. Donc du coup, s'il y a proportionnalité, ça veut dire que A égale K fois C. Alors on peut se demander quelle est la valeur de cette constante. Eh bien, je vais mettre la loi de Beer-Lambert à côté, hein, parallèlement. Hein. La loi de Beer-Lambert, c'est ça. Donc par identification, vous voyez bien que K, c'est égal à epsilon fois L. Hein. Ça c'est une constante et ça c'est une constante. Donc on retrouve bien la loi de Beer-Lambert. Alors la remarque 2, c'est que vous voyez, j'ai fait cette courbe-là. Mais si j'avais continué, si j'avais fait des mesures avec des concentrations de plus en plus fortes, eh bien là, il n'y aurait plus proportionnalité, c'est-à-dire que la courbe, on n'aurait plus une droite, le graphe aurait dévié, hein, comme ça, on aurait obtenu une courbe. Donc en fait, cette loi de Beer-Lambert, là, elle n'est valable que si les solutions sont diluées, pas trop concentrées. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire.
Donc si on fait la courbe avec des concentrations un peu trop élevées, il n'y a plus proportionnalité. Voilà. Voilà. Donc cette loi-là, elle est valable que si C n'est pas trop important. Et bien voilà, cette leçon est finie.